aujourd'hui avec Dimitri de chez Mobile Côté. On va passer quelques temps ensemble sur la route et il va nous présenter un petit peu son parcours, ses envies, ses pensées, ses projets. On va connaître tout sa vie. C'est parti, let's go. Hello Dimitri, comment ça va? Salut tout le monde, salut belle père. Tranquille Axel? Ça va et toi? Ça va, super. Bon, il faut déjà qu'on leur dise qu'on se connaît, mais ils vont le découvrir par la suite. Oui, ils auront le temps. Mais je vais te laisser te présenter un petit peu. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Dimitri, j'ai 40 ans cette année, ça commence à faire. Hein. Dans la vie, je suis à la fois décorateur avec mon entreprise Mobile Côté, mais ça, comme dit Axel, on va développer dessus tout à l'heure. Et également steward pour une compagnie aérienne non courrier, chef de cabine, depuis maintenant 15 ans. Donc on va dire une personne mais deux métiers pour le moment. Ok, cool. Et comment est-ce que tu arrives déjà à ton métier, ton 9 to 5, ton métier de journée, et comment tu es arrivé dans le domaine déjà de l'aérien? En fait, moi, déjà, je vis en Guyane, je suis à Cayenne. Mais en fait, j'ai postulé en 2008, donc ça fait maintenant un moment. Hein. J'ai postulé parmi 250 jeunes pour intégrer cette compagnie aérienne qui allait lancer du Cayenne-Paris en vol direct. Et du coup, j'ai réussi la sélection. Il y avait 25 places, 250 candidats. Donc voilà, ça c'était fait. Une fois qu'on est rentré là-dedans, on apprend le métier. C'était bien puisque c'était une formation d'apprentissage en fait. On a été recruté d'abord avec un an d'apprentissage. Donc on a passé les diplômes, puisqu'il faut des diplômes pour être navigant. Donc maintenant ça s'appelle le CCA, mais à l'époque c'était le CFS. Ça change souvent de nom. Et du coup on nous a pris vraiment, en n'y connaissant rien. On nous a formé en partie théorique pendant 6 mois. Et après ça 6 mois en vol. Donc on a fait des anti-Paris, parce que le Cayenne-Paris n'était pas encore officiellement ouvert. Donc c'était bien puisque c'est un métier qu'on a appris vraiment en formation. On a d'abord été apprenti pour apprendre à être personnel navigant commercial, sur tout ce qui est sécurité commerciale. C'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui demande pas mal de capacités, de prédisposition. Il faut déjà aimer voyager, bien sûr. Il faut aimer les gens, parce que c'est un métier qu'on fait que si on aime les gens, sinon on ne reste pas. Et du coup, voilà, on apprend tout ça d'abord à l'école, ensuite dans les avions. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais ce métier en activité principale. Et Mobile Côté, c'est venu beaucoup plus après. Et donc, c'est quoi Mobile Côté? Mobile Côté, c'est une entreprise de décoration à la base, puisque maintenant, avec le temps, on s'est un peu développé. Mais c'est d'abord une activité de décoration. C'est des clients particuliers ou professionnels, comme par exemple Belle Père, qui me contactent parce que voilà, ils veulent rénover un local, redonner un coup de jeune à la maison. Ils ont acheté une maison ou ils ont acheté un appartement, ils louent un appartement, ils veulent voilà, que ça leur ressemble un peu plus que des murs blancs comme c'est donné souvent au standard. Donc le but de Mobile Côté, c'est de faire un projet décoratif 100% personnalisé, donc qui ressemble à ce que le client veut faire, qui respecte le budget du client. On parle toujours de ça chez Mobile Côté, c'est la base, parce que comme je dis toujours à mes clients, ça ne sert à rien quand je propose un joli projet décoratif, mais qui n'est pas dans leur budget, parce que du coup, ça n'a aucun intérêt. Eux, ils peuvent pas se le payer, moi je ne peux pas le réaliser, donc on perd du temps tous les deux. Donc voilà. On perd du temps et le temps c'est précieux. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment de partir de ce que le client veut, de ce que le client peut se payer également, et de faire quelque chose de personnalisé, d'assez innovant. Bon, j'ai une page Instagram sur laquelle on voit pas mal un petit peu ce que je fais. L'idée c'est de faire vraiment voilà, des choses dans l'air du temps, contemporaines, avec toujours cette touche de Guyane qui nous tient à cœur. Ok, donc c'est vraiment ça la spécificité de Mobile Côté, c'est le 100% personnalisé, respect du budget, mais aussi l'identité guyanaise et amazonienne qui est forte. Ça te parle hein, ça? Un bel père. Bien sûr que ça me parle, bien sûr. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça. L'idée c'est toujours, c'est pour ça que du coup je pense que ça matche bien entre Belle Père et Mobile Côté. Au-delà de ce qu'on a déjà fait ensemble, on va pas être revenir dessus et tout, mais l'idée c'est vraiment voilà, autant sur ce qu'on porte de ce qu'on met chez soi, de sa décoration, faut que ça nous ressemble. C'est ça l'idée, c'est vraiment personnalisé à fond. C'est pour ça que tous mes projets décoratifs sont vraiment personnalisés. Il n'y a aucun appartement que j'ai décoré ou que j'ai aménagé qui ressemble à un autre, parce qu'aucune personne ne ressemble à une autre, tout simplement pour ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de voir ce que le client veut faire. Alors deux fois, je te cache pas que même toi, hein, j'ai bousculé un peu, parce que deux fois, voilà, je propose des couleurs ou des associations auxquelles les clients n'ont pas forcément pensé.
Mais c'est aussi ça le métier de décorateur, c'est de décloisonner, d'ouvrir des horizons. Et à la fin, le client me dit, ben, franchement, moi, j'aurais jamais pensé, voilà, je peux citer des exemples concrets, mais j'ai jamais pensé que ça allait rendre comme ça. Et au final, tu avais raison, ça rend super bien, quoi. C'est exactement ça. On a aussi un rôle de conseil, je pense, envers nos clients, parce que au final, c'est toi l'expert. C'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui maîtrises ton sujet. Et souvent, en tant que client, parce qu'avant d'être entrepreneur, on est aussi client. Bien sûr. Et ben, tu ne sais pas toujours ce que tu veux. Et tu as besoin, et si tu vas chercher un professionnel, c'est que tu as besoin qu'on te guide. Et c'est là vraiment que ton expertise, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé au niveau du lancement de l'activité. Mais justement, on peut revenir sur ce projet, sur la genèse de comment on s'est rencontrés et toute la suite. Oui, ben, en fait, on s'est rencontrés pour l'ouverture du premier concept store Belle-Père. Puisque du coup, ben, Axel m'a appelé, il m'a dit voilà, moi j'ai un projet d'ouverture d'un concept store, donc à bien différencier déjà avec la boutique. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, un concept store. Voilà, je veux ouvrir un concept store au centre-ville de Cayenne. Voilà, j'ai une surface de tant de mètres carrés. Voilà, est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Et quand on commence comme ça, en général, au premier rendez-vous, on dit voilà, alors moi je ne connaissais pas Belle-Père en toute franchise, j'avais jamais entendu parler de lui avant. Je lui dis voilà, ben, décris-moi ton activité, voilà, dis-moi c'est quoi tes valeurs, en quoi ça consiste, quels sont tes objectifs et aussi quelle est ta vision, puisque en fait quand on aménage un local pour une entreprise, il faut essayer dans la décoration et l'aménagement du local qui est les valeurs de l'entreprise. Voilà. Alors Belle-Père, c'est une marque très urbaine, très contemporaine, très graphique, on est sur quelque chose de très esthétique, de personnalisé, de travaillé, du fait main. Donc il fallait absolument que dans le projet décoratif ça matche bien. Et je pense que du coup, voilà, c'est pour ça que ça a bien matché dès le départ. C'est parce que le projet du concept store, il doit bien s'intégrer avec le projet de la marque. Et pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'au départ, ben voilà, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que voilà, ben moi je dis voilà, il faut des choses de Guyane, il faut du bois de Guyane, il faut des choses qui parlent aux gens d'ici, des couleurs d'ici. Mais il faut un côté urbain, un côté un peu dark. Enfin voilà, et c'est ce qu'on a fait quand on a travaillé ton projet. Et l'idée, voilà, l'idée c'est de vraiment faire quelque chose pour mettre en valeur tes créations, parce que c'est vrai que ce que tu fais, c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé, c'est des bijoux, quand on va à une sneakers commencer à travailler et tout, bon voilà, c'est du travail d'artiste. Et il faut un joli écrin pour que ce travail d'artiste soit mis en valeur. Exactement, et d'ailleurs merci beaucoup parce que j'ai énormément de retours positifs sur l'aménagement des différents locaux. Merci. Que ce soit à Cayenne et depuis peu on est au centre commercial Montjoly 2 et tu as aussi réalisé... ouais, ben oui, oui. À la fin, ah, oui, le premier, le deuxième, et les autres qui vont arriver aussi. Bon, bel côté est là. Il n'y a pas de bois dans la voiture, mais on aurait pu. On aurait pu. C'est quelque chose que Renault est capable de faire. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est important. Et même toi, tu le sais, hein, voilà, quand on veut mettre en valeur son travail, voilà, la fidélité c'est important, le fait de bien se comprendre parce que voilà, on a quand même des atomes crochus, on est des jeunes entrepreneurs, on est attaché à ce pays Guyane, voilà, malgré ses difficultés, malgré voilà, ses dilemmes, c'est des choses qu'il a relevées, mais on veut vraiment mettre en valeur d'où on est, donc du coup ça nous tient à cœur et voilà, dans les projets décoratifs qu'on fait, autant Mobile Côté que Belle-Père, hein, c'est l'idée vraiment de mettre en valeur qui on est et d'où on vient. Et justement, tu as mentionné les difficultés. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour lancer ton entreprise et que tu rencontres encore aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà, la difficulté principale, c'est une difficulté que connaît la Guyane, mais pas seulement la Guyane, hein, en général les régions d'outre-mer, c'est le petit marché. C'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir faire des choses qu'on veut faire ambitieuses, hein, avec voilà, on veut faire des projets qu'on ne va pas forcément chez tout le monde, etc. Et quand on va chercher les produits qu'il nous faudrait au niveau des fournisseurs, au niveau des choix qu'on a en Guyane, on est limité. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les grosses enseignes. Alors je prends mon exemple, hein, parce que je parle de Mobile Côté, mais on n'a pas les grandes enseignes de décor que tout le monde connaît en métropole et qui permettent vraiment d'avoir un large panel de choix. Enfin, je prends un exemple simple. Je cherche un luminaire. Voilà, j'ai 3 magasins de bricolage à Cayenne qui vendent des luminaires. Voilà, si je suis sur Paris, j'ai la chance d'y être souvent par rapport à mon travail et de ramener des choses, ça fait partie des chances que j'ai. Voilà, j'ai une quinzaine de magasins minimum, je ne parle même pas des boutiques en ligne. Enfin voilà, et c'est ça là, une des plus grosses difficultés que je rencontre, c'est d'avoir les produits que je voudrais pour pouvoir les proposer aux clients. Donc ça, du coup, voilà, ça fait partie des choses voilà, il faut se battre avec tous les jours. Après, on a aussi un problème également de coût.
Parce que forcément, ben, c'est lié. Hein. Quand on fait venir des choses en Guyane, tout le monde le sait, tous les gens qui nous regardent nous le savent bien. Voilà, il y a l'octroi de mer, il y a les taxes de ci, voilà, ça prend du temps à arriver, ça coûte cher. Donc du coup, il faut se battre au quotidien pour essayer de proposer de jolies prestations, mais qui sont quand même raisonnables niveau tarif. Parce que voilà, on sait bien que voilà, en Guyane, tout est cher. L'idée, c'est pas de proposer en plus des décorations que les gens, il faut se payer, il faut se couper un bras pour payer le réaménagement de son salon. C'est dommage. Donc l'idée, c'est de maîtriser les coûts. Et maîtriser les coûts quand on doit faire venir des choses jusqu'ici, c'est parfois compliqué. C'est une véritable réalité, c'est une problématique. Mais quelle solution est-ce que tu envisages? Alors, en fait, moi, j'essaie de contourner ça de manière un peu positive. C'est un peu ma manière de voir les choses. Hein. On a tous des défis à relever, mais il faut essayer de voir les choses de manière un peu positive. Déjà, moi, dans mes projets décoratifs, ce que j'essaie de faire, au-delà des choses que je peux faire venir, c'est de beaucoup bosser avec des choses d'ici. Et c'est ce que je trouve qui est dommage, c'est que souvent on ne réalise pas qu'en Guyane, on a des bois, des essences de bois que nous envie le monde entier. Enfin, le bois tropical d'Amazonie, on est en plein dans le dernier poumon vert qui reste sur cette planète, qui est la forêt amazonienne. Et on a des essences de bois d'ici qui sont magnifiques. Alors c'est vrai que les gens avaient l'habitude de les travailler d'une certaine manière. Alors c'est vrai que du coup ça a toujours une image, le bois de Guyane, de choses un peu connotées, un peu datées. Mais voilà, le défi c'est de montrer qu'on peut utiliser du bois de Guyane dans des décos super contemporaines. Je dis le bois de Guyane, mais si je parle des plantes de Guyane, ça c'est pareil. Enfin voilà, on a des essences de fleurs et de palmiers d'ici. En Europe, ils sont en train de découvrir les Monstera, Deliciosa, les Maranta, les Calathea et tout. Ça pousse ici dans la forêt. C'est-à-dire que si on va à 10 minutes de Cayenne, dans une forêt, tu vois des Monstera partout, c'est des choses qui sont d'ici. Et l'idée, c'est, ben voilà, comme ça coûte cher de faire venir des choses, on doit en faire venir des choses, on n'a pas le choix, il y a des choses qu'on a besoin. Mais l'idée, c'est de valoriser ce qu'il y a d'ici. Et d'ici, on a des choses qui sont super intéressantes sur le plan décoratif. Tu parlais des végétaux tout à l'heure. Et c'est vrai que Mobile Côté, c'est une entreprise de décoration, mais il me semble que tu fais aussi du végétal. Exactement. En fait, ça m'arrive souvent déjà d'aménager des jardins. Ça peut être des jardins, ça peut être des terrasses, ça peut être des balcons. Voilà. Et c'est vrai que la chance que j'ai ici, c'est qu'en général, les Guyanais, on est très plantes. Alors, ça ne vient pas forcément de nous, ça vient forcément de l'éducation qu'on a reçue. Parce que toutes nos mamans créoles, et tout le monde le sait, hein, nos grands-mères, voilà. Il y avait toujours le potager créole, le rasier pays, comme on dit ici. Et on a l'habitude d'avoir des plantes. Et moi, je trouve que c'est toujours valorisant de faire entrer la nature dans un intérieur. Alors après, il ne faut pas se tromper, il faut choisir les bonnes plantes, parce que les plantes sont comme les humains. Hein, voilà, chacune a son caractère, a ses habitudes. On ne peut pas mettre n'importe quelle plante à l'intérieur ou à l'extérieur, au soleil ou à l'ombre. Mais en tout cas, ici, on a des choses. Et tu l'as bien vu, hein, même dans les projets décoratifs pour Belle-Père. Mettre une touche de nature dans un local professionnel, dans un intérieur, ça fait du bien à l'être humain, ça fait du bien à l'âme. En plus, il porte des capacités voilà, d'oxygéner une pièce, d'absorber des substances nuisibles. Donc, on veut mettre du vert. Et Mobile Côté, on essaie souvent de faire ça, même dans les intérieurs. Alors, quand on fait les jardins, c'est plus simple hein, parce qu'on est à l'extérieur et tout. Mais même dans les intérieurs, mettre du vert, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, comment se répartit ta clientèle? Est-ce que c'est plus de particuliers, plus de professionnels? Et quelles sont les particularités de chaque segment? Alors en fait, moi j'ai une clientèle beaucoup particulier. 90% de mon activité se fait avec des particuliers. Alors la particularité de chaque clientèle. Alors en général, pour le grand public, pour les particuliers qui m'appellent, c'est souvent des relooking. Comme je disais, voilà, j'ai acheté un appartement ou j'emménage dans un appartement ou je prends enfin mon premier appartement. J'ai eu ça récemment, c'est pas mal, c'est une belle expérience. Voilà, c'est mon premier appartement parce que j'ai signé mon premier contrat, donc là maintenant je travaille, donc je quitte chez maman, papa, je prends mon appartement. Mais voilà, je suis une jeune femme de 25 ans, dynamique, qui aime sortir, qui aime les choses tendances et tout. Est-ce que tu me proposais quelque chose pour mon salon, me faire quelque chose de tendance? Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les particuliers, en général, c'est plus créatif. Parce que voilà, c'est des gens qui veulent que les intérieurs leur ressemblent, donc c'est plus festif, c'est des choix de couleurs qui sont différents. Pour les professionnels, c'est un peu différent, c'est toujours dans un but de travail. Donc c'est des choses un peu plus réglementées, un peu plus formelles. Donc on peut un peu moins s'éclater, si je peux dire, sur des projets professionnels. Quoique, regarde le projet Belle-Père, c'est le contre-exemple parfait de ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que les professionnels, en général, ils vous appellent parce que voilà, j'ai ma boutique, voilà, je vais pouvoir la remettre ça en ordre. Donc c'est des choses beaucoup plus strictes, si on peut dire. Donc c'est vrai que les particuliers te permettent en général de faire des choses un peu plus fun et plus variées. Okay. Mais je pense que pour Belle-Père, c'est pareil.
quand tu vois une entreprise qui te dit, voilà, moi je veux des chaussures pour mes salariés, je pense que c'est pas le même projet que quelqu'un qui dit, un jeune qui dit, voilà, moi j'ai une paire de Nike Air Force One que je veux relooker, ta carte blanche, je pense que même toi c'est un peu le même... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tu as toujours deux approches différentes et je pense que tu l'as bien développé. Et moi, il y a quelque chose, on est dans l'entrepreneuriat, on est jeune entrepreneur, c'est une pression au quotidien. Il y a de la pression au quotidien parce qu'on parle souvent des bons côtés, on pense que l'entrepreneuriat, tout est beau, tout est magnifique. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté? Et si oui, comment est-ce que tu as surmonté ces moments-là? En fait, alors je te rejoins sur le fait que, voilà, surtout sur Instagram, hein, parce que c'est mon réseau préféré, c'est d'ailleurs le réseau sur lequel on s'est rencontrés, sur lequel on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de petites vidéos comme ça, en plus maintenant avec les Reels, alors voilà, en 30 secondes, on fait croire qu'être entrepreneur, voilà, c'est la vie rêvée, voilà, parce qu'on est son propre patron, on ne reçoit pas d'ordre, etc. Alors c'est vrai, mais bon, moi j'ai toujours coutume de dire que l'entrepreneuriat, c'est comme un peu le salariat, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Voilà. Et les difficultés qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, moi la difficulté numéro 1, c'est la fatigue, très honnêtement, parce que bon, tu le sais bien, hein, on compte pas ses heures, on travaille beaucoup et ça entraîne physiquement une fatigue qu'il faut savoir gérer, parce que c'est bien que quand on est passionné, quand on fait des choses qu'on aime, bon, ben, on a tendance des fois à tirer sur la corde et après le corps il peut dire stop. Donc pour moi la plus grande difficulté quand on est jeune entrepreneur, c'est de savoir se préserver, parce que le but c'est pas de faire, c'est pas un sprint. Le but c'est pas d'être entrepreneur pendant 1 an, 2 ans et puis bon ben fermer la boîte parce que du coup voilà on n'en peut plus, on a fait un burn-out, c'est pas ça le but. Le but c'est de monter une entreprise, qu'elle se développe certes, mais qu'en même temps que nous on finisse pas sur les rotules, lessivés, on n'a plus de vie sociale parce qu'on voit plus nos amis, notre famille non plus, parce qu'on est à droite, on est à gauche, on est sollicité de toutes parts. Donc pour moi le plus gros défi quand tu es jeune entrepreneur c'est ça, c'est savoir se préserver sur le long terme parce qu'il faut pouvoir durer. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que, alors je te rejoins sur tous les points que tu as développés. Et outre la fatigue physique, je mettrais aussi en avant la fatigue mentale. Parce que en réalité, on fait de la gestion de problématiques plus ou moins importantes au quotidien. Et parfois, trop d'informations, le cerveau dit stop et c'est là que justement, le corps en prend un coup aussi. Et pour ça, il faut avoir un bon management de son temps, une bonne organisation et s'octroyer du temps pour soi, pour être efficace et donner le meilleur à son entreprise. Ouais, j'avoue. C'est important. Et moi, par rapport à ce que tu dis, une autre chose que je voudrais insister aussi, j'essaie de le dire souvent sur ma page et tout, je sais que c'est un point qu'on partage tous les deux, mais quand on est entrepreneur aussi, je trouve que le mindset aussi c'est important. L'état d'esprit, ça fait vraiment tout quoi. Alors, c'est vrai que voilà, il y a des bonheurs dans l'entrepreneuriat, mais même quand il y a des galères, si on a un bon mindset, on sait que voilà, comme on dit un peu chez nous tout le temps, après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps qui arrive quoi. Donc il faut savoir, même quand du coup on a des difficultés, faire le dos rond, voilà, ben, il y a une période un peu difficile, il y a moins d'argent qui rentre, on a des clients qui ne sont pas contents, ou on n'a pas de clients, mais savoir que voilà, si on est bon dans ce qu'on fait, les gens le ressentent et à un moment la roue elle tourne. Donc il faut savoir garder un bon mindset, c'est important. Et notamment deux fois pour prioriser, moi c'est ce que j'ai tout le temps sur ma page Instagram, c'est que voilà, deux fois les influenceurs ou les jeunes entrepreneurs, qui deux fois font les deux, hein, on est toujours deux fois un peu avec les réseaux sociaux dans une course au nombre de followers, on veut plus de followers, on veut toujours que la page ait plus de monde, etc. Mais les followers, ça n'a jamais rempli les caisses d'une entreprise. C'est exactement ça. Voilà, c'est les clients qui remplissent les caisses d'une entreprise. Donc ça ne sert à rien de faire des courses, avoir 5K, 10K, 50K, 200K. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des gens qui aiment ce que vous faites et qui font appel à vos services. C'est pour ça qu'on se bat. Ça ne sert à rien de faire la course au like, la course aux followers. Ça ne remplit pas les caisses. Ça ne remplit pas les caisses, les followers. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est ça, comme dit un homme célèbre. Non mais c'est important parce que des fois sur les réseaux sociaux et des fois en tant que jeune on tombe dans ce piège-là de vouloir voilà, être forcément populaire. Mais en fait il faut avoir un bon mindset. Il faut bien se rappeler que être sur les réseaux sociaux à notre époque en 2022 c'est super important. Ça permet de montrer son travail, de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de tisser un réseau, c'est pratique et tout. Mais il faut savoir que c'est pas ça qui fait vivre une entreprise en fait. Donc du coup, il faut vraiment faire des choses pour à la fois signer des contrats, faire rentrer des clients et tout.
mais se rappeler que c'est la raison de vivre d'une entreprise, c'est ça, c'est de gagner de l'argent. Et on gagne de l'argent quand on a des clients et qui sont satisfaits, qui font du bon bouche à oreille parce qu'on fait du bon travail. Moi, en tout cas, sur Mobile Côté, c'est comme ça que ça s'est passé parce qu'au début, comme tout le monde, c'est les potes qui ont fait appel à moi. Voilà, Dimitri, voilà, je sais que tu es dans la déco, est-ce que tu peux venir relooker telle chose? Et puis voilà, c'est les gens qui vont chez mes amis, qui ont dit à mes amis, ah, mais qui t'a fait ta déco? Et c'est ainsi de suite, c'est comme ça que ça commence. Hein. Donc il faut dès le départ être bon. Personne n'est parfait, mais l'idée c'est voilà, d'être rigoureux et que les gens ils voient que vous vous moquez pas d'eux, vous êtes sérieux. Donc du coup après, tout roule. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de réseau. À quel point avoir du réseau c'est important? Et quand je dis réseau, tu parles de l'entourage, les personnes qu'on connaît. Est-ce que c'est indispensable pour faire du business ou pas? C'est indispensable pour moi. Moi, on ne peut pas réussir en tant qu'entrepreneur seul. Ça ne s'est jamais vu. Il faut avoir des gens sur qui on se repose en fait. Alors attention, le réseau ne veut pas dire que les gens vont faire le taf à votre place. Il faut qu'on parle bien. Hein. D'accord? Mais quand vous êtes jeune entrepreneur, quand vous débutez, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'exemples, vous avez besoin de gens qui vous corrigent deux fois, qui vous disent attention, sur ce truc-là, fais gaffe, moi j'ai fait l'erreur, donc évite de faire la même. Et ça n'a pas de prix, parce que personne n'est né entrepreneur, on le devient. Et on le devient parce que du coup, on a des modèles, on a des gens qui sont autour de nous. Donc moi, le réseau, c'est important. Alors après, comme je dis, il faut faire un réseau efficace, des gens qui ont le même état d'esprit que vous, qui veulent que vous avanciez. Parce que des fois, quand on est entrepreneur, il y a des pièges. Il ne faut pas croire que tout le monde vous veut du bien, que tout le monde a envie que ça marche pour vous. Bien sûr, c'est trop beau. Ça, c'est le monde des bisounours. Voilà, c'est ça. Et le monde entrepreneur, c'est tout sauf le monde des bisounours. Mais il faut être entouré. Il faut être entouré parce que des fois, voilà, on peut être down, on a besoin que des gens nous big up, comme on dit souvent entre nous, mais voilà, qui nous remontent le moral. Et même pour nous donner des conseils. Enfin, je pense que toi, tu as dû avoir le même besoin en fait. Bien sûr. Pour moi, le réseau, c'est indispensable. Et il y a des choses que le réseau t'apporte que l'argent ne t'apportera jamais. Bien sûr. Une oreille attentive, des conseils, ça, tu peux le payer. Mais lorsque tu as du réseau et que tu connais les bonnes personnes, et ben, tout simplement, tu as accès à des puits de savoir et de bienveillance. Et je pense qu'on a beaucoup de chance en Guyane parce que on est sur un petit marché. Oui, clairement. Mais ça veut dire aussi que les entrepreneurs sont accessibles. Il ne faut pas hésiter à demander des rendez-vous avec des entrepreneurs plus aguerris pour avoir des conseils. Exact. Parce qu'ils sont passés par là, ils savent ce que c'est. Ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est vrai. Mais ils feront leur possible pour vous donner des conseils dans la limite de leur temps disponible. Bien sûr. Et ça, je trouve ça super en Guyane. C'est vraiment beaucoup de bienveillance parce que ailleurs, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et moi, je trouve que tu vois, c'est important parce qu'il faut le dire. Hein, alors, il y a des entrepreneurs qui n'aident pas, c'est sûr, ça existe comme partout. Mais il y a des entrepreneurs qui aident et ça compte. Et comme tu dis, ce qui est bien, voilà, en Guyane, mais dans les petites régions comme nous, voilà, on se connaît. Donc, on se croise dans des salons, on se croise dans des événements, voilà. Et si vous demandez à un entrepreneur qui existe, même nous, ça nous arrive, hein, des gens qui nous envoient des messages, des DM, voilà, j'aurais voulu me lancer dans la déco. Et c'est avec plaisir, enfin voilà, je veux dire, personne n'est bête et méchant. C'est avec plaisir que si on a du temps et tout, qu'on vous donne des conseils, on va vous dire, ben moi j'ai fait ça, moi j'ai fait telle erreur, etc. Et comme tu dis, on est tous des apprenants, hein, donc c'est important parce que du coup, ça évite de perdre du temps, ça évite de faire des erreurs que eux ils ont fait. Et les gens en général, ils aiment bien transmettre. Quand ils sentent que vous êtes réceptif à leurs conseils, ils vont vous donner des conseils. Alors, vous n'avez pas même passé 1 heure avec un entrepreneur. Hein. Mais en 5-10 minutes dans une conversation, vous dites, voilà, moi, j'ai cherché des financements. Est-ce que tu sais comment je pourrais avoir des financements? Il va vous donner des conseils. Il est passé par là. Donc, du coup, c'est bénéfique pour vous. Et en général, ils apprécient de faire ça. Franchement, en général, ils apprécient de transmettre. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter. Et comment est-ce que tu crées un réseau? Parce que on dit c'est indispensable et important d'avoir du réseau, mais comment est-ce qu'on l'obtient? Parce que au début, tu lances ton entreprise, tu as peut-être eu ton idée tout seul dans ton coin, mais comment tu tisses ce réseau? Ben, en fait, déjà, moi, je pense qu'il y a quand même moi, je trouve que dans toute aventure, donc dans l'entrepreneuriat comme dans d'autres aventures, il y a quand même un facteur chance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la chance de travailler pour tel client qui connaît du monde, du coup avec qui ça matche bien, donc du coup il ne va pas hésiter à vous recommander envers telle autre personne. Ça fait toujours partie
du facteur chance ou du feeling, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, de la relation que vous avez avec quelqu'un. Maintenant, les gens en Guyane, en tout cas, ils sont accessibles. Hein. Enfin, je veux dire, si vous allez dans un magasin, dans une entreprise, vous allez voir sans doute le patron qui est dans son entreprise, parce que voilà, ici, il y a beaucoup de petites entreprises, donc vous les croisez. Hein. Voilà, vous les croisez dans leur entreprise, vous les croisez dans des événements privés, vous les croisez des fois au centre commercial, dans un avion. Mais je suis pas complètement d'accord avec toi sur le coup parce que lorsque tu commences, tu ne les connais pas. Parce que justement, tu n'as pas l'info pour aller au bon salon. Oui. Tu n'es pas invité dans les bonnes soirées ou dans les bonnes réunions pour pouvoir échanger avec eux. Oui. Donc quand tu pars de... Moi, à la base, je ne connaissais personne. Oui. Mais quand tu pars de zéro, comment est-ce que tu fais pour... de façon proactive, parce que le facteur change, je te rejoins à 200%. Oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire qui est en ton pouvoir pour développer ce réseau? Non, mais par rapport à ce que tu dis, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, quand tu commences, quand tu es jeune entrepreneur, il faut y aller step by step. Tu ne vas pas rencontrer tout de suite des grands patrons, des grands chefs d'entreprise. En fait, tu vois, c'est-à-dire que tu rencontres d'abord des entrepreneurs comme toi qui débutent, qui deux fois connaissent du monde. Maintenant, un peu comme je dis, effectivement, comme tu dis, au début, tu ne connais personne, mais après, il faut être un peu curieux. C'est-à-dire que tu montes une boîte, peu importe le domaine, tu vas devoir aller acheter des choses ou faire appel à des professionnels dans ton entreprise. Donc, tu vas forcément rencontrer d'autres professionnels. Il faut être un peu curieux, c'est-à-dire qu'il faut un peu s'intéresser aux autres aussi. Il faut être ouvert, c'est-à-dire que créer une entreprise, c'est pas être fermé sur soi. Et puis, en gros, bon, ben, parce que moi, je fais les autres et ça ne m'intéresse pas. Et quand tu es ouvert comme ça, moi, je suis persuadé que ici, tu as quand même la chance. Alors après, moi, j'ai commencé comme ça, hein, parce que comme tu disais au début, moi, je ne connaissais pas grand monde non plus. Je connaissais quelques clients qui avaient fait l'appel à moi. Après, il faut aller dans des salons. On a quand même la chance, même en Guyane, d'avoir des salons régulièrement où ben, justement les entrepreneurs sont là. Donc, c'est le moment de les rencontrer, d'en discuter avec eux. Vous allez à un salon, si je prends l'exemple du dernier salon que j'ai fait, le salon de l'habitat, ça coûtait 2 ou 3 euros, 4 euros l'entrée. Mais vous avez 50 entreprises. Sur les salons, c'est les chefs d'entreprise qui sont au moins là, ou au moins leurs salariés qui s'y connaissent. Vous passez une après-midi là, vous rencontrez quasiment 50 chefs d'entreprise différents. Donc après, c'est à vous aussi à aller vers les autres, à être ouvert, à faire part de vos besoins, parce qu'il faut savoir aussi de toute façon dont on a besoin. Moi, je trouve que voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas être, quand on débute, être là et puis attendre qu'on vienne se prendre par la main. Ça, c'est sûr, je pense que ça ne va pas marcher. Mais je trouve quand même qu'on a la chance d'avoir des gens qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Donc du coup, c'est quand même une chance, parce que comme tu dis, quand on est à Paris, bon voilà, à part le chef d'entreprise de la rue où vous habitez, vous n'allez pas croiser des grands chefs d'entreprise dans Paris comme ça, et encore moins leur adresser la parole. Ça, c'est des gens qui passent de réunion en réunion, vous êtes dans deux mondes différents, vous ne vous croisez pas. À Cayenne, on est quand même voilà, dans le secteur où on peut se voir. Tout à fait. Tu vois? Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut quand même être curieux, il faut être ouvert. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives. Hein. Et surtout, c'est ça, l'initiative en tant qu'entrepreneur, il faut être constamment proactif et dans l'initiative. Tout dépend. En réalité, c'est la vie et l'entrepreneuriat, c'est un mimétisme de la vie. Il faut être proactif et il faut se prendre en main. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se prendre en main et puis il faut aussi, je pense, c'est ce que j'ai appris à combien écouter, souvent se remettre en question. Parce que deux fois, on a des certitudes, on a une zone de confort, hein, parce que voilà, c'est l'être humain comme ça, il aime être dans sa zone de confort, des choses qu'il sait faire, qu'il maîtrise, où il ne prend pas de risques, mais on ne grossit pas ou on ne développe pas une entreprise en ne prenant pas de risques. Donc voilà, il faut apprendre de nouvelles techniques, se former à de nouveaux procédés, à de nouveaux processus, à de nouveaux produits qui sortent. Donc tout le temps, il faut tout le temps se mettre au goût du jour et pas rester sur ses acquis. Parce que du coup, ben voilà, les choses évoluent, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles manières de faire. Moi, si je prends un exemple, au départ, moi, faire une comptabilité, je ne connaissais rien. Et ben, justement, outre la décoration, est-ce que tu as suivi des formations ou est-ce que tu t'es auto-formé pour développer certaines compétences qui étaient utiles à ton business? Oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai fait une formation de décoration, bien sûr, de décoration intérieure avec un centre. Ça, c'était la base pour être légitime dans ce qu'on fait. Mais après, j'ai fait une formation sur les réseaux sociaux aussi. Parce que, bon, bien sûr, j'ai ouvert une page Instagram, mais voilà, moi, en Facebook et WhatsApp, etc., je maîtrisais bien, mais Instagram, ce n'était pas mon réseau. Et voilà, et savoir avoir une page professionnelle sur Instagram qui rapporte des clients, trouver son client cible, enfin, tout ça, moi, c'est des choses que moi, je ne connaissais pas du tout au départ. Hein, et c'est des choses qui s'apprennent.
Alors, du coup, ça coûte un peu de sous, parce que, pareil, les formations, c'est pas gratuit, hein. Mais c'est important de se former, et la comptabilité, c'est ce que je te disais pareil. Alors, j'ai un comptable qui gère la comptabilité de mon entreprise, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas être entrepreneur et que vous n'y connaissez rien en comptabilité. Enfin, ça, c'est pas possible. C'est comme si vous gérez un budget et puis vous dépensez de l'argent sans savoir combien vous devez payer, ce que vous gagnez. Enfin, vous ne tenez pas 3 mois si vous faites ça. Donc, vous êtes obligé un minimum d'apprendre. Alors après, il y a de la formation qui peut être gratuite sur Internet, la comptabilité pour les petites entreprises. Il y a beaucoup de vidéos YouTube, il y a beaucoup de gens qui partagent leur savoir. Donc, encore une fois, il faut être curieux. Mais se former sur différents domaines qui nous manquent, c'est important, hein. Moi, je pense. Hein. La formation, c'est indispensable aujourd'hui. Le monde va tellement vite Oui. que si on ne se forme pas et on n'est pas constamment à jour, Oui. on est dépassé. Mais c'est ce que tu me disais, parce que même toi, pour BLP, regarde les techniques que tu fais de personnalisation de chaussures aujourd'hui. Même toi, tu m'as dit, j'ai des nouvelles techniques que j'ai appris, j'ai acheté de nouvelles machines. Même toi, tu as bien dû t'apprendre aussi, te former dessus. Hein. C'est indispensable. Parce qu'à partir du moment, je pars du principe, à partir du moment où on stagne, en réalité, stagner, c'est régresser. Parce que lorsqu'on stagne, le monde continue d'avancer. Bien sûr. Et ça va tellement vite qu'au bout d'un moment, on est dans la régression. Bien sûr. Et puis en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, c'est... En fait, voilà, on est quand même dans des procédés où la nouveauté, quand même, le but, c'est d'aller plus vite, de gagner du temps. Donc, vous pouvez rester à faire les choses comme vous le faisiez, enfin, comme vous les faisiez il y a 3, 4, 5 ans. Mais si vous avez des nouvelles techniques, vous pouvez vous faire gagner du temps. Marquer plus vite des chaussures, décorer plus rapidement, peindre plus rapidement, poser plus rapidement des nouveaux outils. Moi, je prends un exemple simple. Je travaille souvent avec du papier peint. Parce que je trouve que c'est un matériau qui a la chance d'être assez économique et qui a un pouvoir décoratif fort. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête. Vous avez un séjour avec des murs blancs. Vous mettez un papier peint. Vous en mettez un deuxième ou un troisième. Vous avez 3 ambiances différentes. Et vous n'avez pas changé les meubles, vous n'avez pas changé les luminaires. Mais c'est un revêtement vraiment magique. Mais ça, c'est pareil. Le papier peint, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est encore pire. Mais c'était galère à coller, galère à enlever, à poser. Vous passez 2 jours. Parce qu'il fallait mettre les joints, faire les trucs, coller les deux côtés, faire la colle. Alors la colle, pareil. Alors les colles d'avant, c'était vraiment compliqué. Hein. Au bout d'une demi-heure, elle était dure. Il fallait travailler vite. Là maintenant, vous avez des revêtements super simples, avec des choses super faciles à poser. Ça, c'est pareil. Si vous apprenez pas une nouvelle technique, vous restez sur l'ancienne méthode, ben, vous prenez 3 jours pour faire un projet décoratif que vous pouvez faire en une après-midi. Tout à fait. Et en le faisant une après-midi, il coûte moins cher. Votre client peut plus facilement se le payer et vous en faites plus. Donc, c'est pour ça qu'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles techniques, se former, c'est bien pour ça aussi. Ça fait gagner du temps et gagner de l'argent. Gagner du temps et gagner de l'argent. Les deux. Les deux. Il faut gérer les deux. Il faut gérer les deux. Parce que le temps, c'est précieux et le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, comme je dis tout le temps, ne serait-ce que toi, c'est pareil. Tu fais une custom où le client, il te demande quelque chose de très travaillé, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de motifs, beaucoup de détails, etc. Forcément, ça va coûter plus cher parce que tu vas passer plus de temps qu'une personne qui te dit, moi, je veux juste mon prénom sur ma sneakers en bas à droite. Voilà. Donc, plus tu fais gagner du temps, même toi, plus tu en gagnes aussi. Et du coup, le client, il en gagne. Tu vois? C'est top. Donc, c'est des choses qu'on apprend. Hein. On n'est pas bon dès le départ, mais on peut s'améliorer, quoi. Ah, c'est l'objectif. Il faut constamment être dans la recherche de l'amélioration et de l'excellence. Bien sûr. Et quels sont est-ce qu'il y a des projets pour la suite concernant Mobile Côté? Alors déjà les projets, il y en a plusieurs, oui. Déjà, comme j'expliquais, moi, mon activité au départ, c'était que de la décoration. Mais là, depuis quelques temps, en fait, j'ai eu beaucoup de clients qui ont fait appel à moi pour créer des meublés de tourisme avec des sites comme Booking, Airbnb, en fait, des sites de meublés de tourisme assez connus. Et du coup, après, il y a un secteur qui s'est un peu créé, c'est de gérer ces produits-là. Parce que voilà, c'est des clients qui ont acheté des appartements qui veulent louer en saisonnier. Parce qu'il y a un marché, hein. C'est un secteur qui se développe, il faut qu'il y ait une croissance mondiale à 2 chiffres. Voilà, alors c'est drainé par des grands événements, la Coupe du Monde, les JO, le tourisme dans des grandes villes et tout. Mais même en Guyane, il y a un marché pour ça aussi. Et du coup, Mobile Côté maintenant commence à avoir une activité également de conciergerie. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez les biens pour les clients. Parce que les clients, ils n'ont pas le temps, hein. Ils ont leur travail, ils ont leur activité, ils ont fait un investissement, mais ils ont besoin de quelqu'un de confiance pour gérer le produit, recevoir les gens. Et concrètement, la gestion, c'est quoi, la gestion du produit? En fait, là, maintenant, Mobile Côté conciergerie, du coup,
puisque c'est comme ça que ça s'appelle, cette branche de mon activité. Ben, en fait, on gère le produit de A à Z. Alors, on a plusieurs formules, on en a deux, mais en général, ce que les clients nous demandent, c'est voilà, moi je vous laisse gérer, et à la fin, vous me faites un compte rendu de ce qu'on a gagné par rapport aux nuitées, etc. Et vous prenez évidemment ben, le coût de votre gestion. Donc, ça veut dire gérer les annonces, faire de jolies annonces, parce que ça, c'est pareil. Hein. Le bébé de tourisme, faire une annonce sur Booking, sur Airbnb ou sur un site de bébé de tourisme, il faut savoir la faire. Faire de jolies photos, choisir les bons textes, construire une annonce pour donner envie aux gens de venir séjourner, passer une semaine là, c'est un travail. Hein. C'est pas, enfin, on voit bien, deux fois, sur Airbnb, quand vous vous baladez, vous voyez bien à certains logements, les photos sont sombres, le logement n'est pas mis en valeur, c'est pas bien expliqué comment ça se situe, le produit compris. Tout ça, c'est un métier. Gérer les calendriers, recevoir les gens, ce qu'on appelle le check-in quand ils arrivent, le check-out quand ils partent, entretenir un logement, ça c'est pareil, vous faites de la location saisonnière ou pas d'ailleurs, mais au bout de quelques mois il y a des choses à changer. Quand le client il est là, le micro-ondes il tombe en panne, vous pensez bien que c'est pas mon client qui est au travail, qui peut aller acheter un micro-ondes, le mettre en réparation. Donc moi je m'occupe de tout ça. Notre but dans la conciergerie, c'est vraiment en fait que le client, donc la personne qui vient séjourner, passe un bon moment, un bon séjour, parce que le logement, voilà, il a été préparé pour ça et on est à sa disposition, et que mon propriétaire soit tranquille. Voilà, c'est les deux buts. Et moi, du coup, de l'activité de conciergerie, maintenant, ça fait partie des choses qu'on fait. On gère notamment 2 produits sur Montjoly, voilà, qui ont été décorés par Mobile Côté. Et ça, c'est une nouvelle activité, donc ça fait partie des projets qu'on a. On a également des projets d'ouverture de concept store. Voilà, essayer de suivre les modèles Belle-Père. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et l'idée, voilà, c'est de faire un lieu où on peut parler décoration. Alors, vendre de la décoration, bien sûr, hein, ça reste un store. Mais l'idée du concept store, voilà, c'est d'avoir un lieu où on peut trouver des articles de décoration, mais aussi rencontrer des artistes, rencontrer des menuisiers, rencontrer des gens qui travaillent ici. Et Dieu seul sait qu'il y a du talent ici. Et de leur permettre justement d'échanger, voilà, autour de petits ateliers, de petits meet-up, voilà, faire les gens se rencontrer autour de thèmes sur la décoration, voilà. Donc on croise les doigts, mais normalement en fin d'année, évidemment, on aura l'occasion d'inviter Belle-Père, parce que Belle-Père, évidemment, c'est typiquement le genre de marque avec lequel on veut travailler sur ce genre de projet. Parce que voilà, comme je dis, customiser, c'est pas, ça peut être des chaussures, ça peut être des sacs, ça peut être des objets, mais ça peut être aussi de la décoration. D'ailleurs, on a déjà fait un projet ensemble. Exactement, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est que le début. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment sur les projets, voilà, des collaborations avec des artistes, pour montrer qu'ici aussi on peut avoir des choses uniques, des choses super contemporaines, super élégantes à mettre chez soi ou à porter. Mais voilà, ça fait partie des projets qu'on a sur Mobile Côté aussi sur les mois à venir. Donc on va voir, hein, pour le moment ça se lance bien. C'est top. Stay tuned, comme on dit. Stay tuned. Yeah. Yeah, people. Non, ça fait plaisir parce que j'ai été témoin aussi de l'évolution de Dimitri et de Mobile Côté. Et c'est une success story. Il fait le timide là, mais c'est une success story. Non, mais on travaille pour, hein, c'est le travail. Hein. Bon, je parle à l'entrepreneur de l'année de Guyane. Donc du coup, bon, niveau success story, je pense que Belle-Père, on est pas mal. Talent des cités nationales, lauréat national. On parle de Mobile Côté. Voilà, mais pour Mobile Côté aussi, pareil, oui, c'est des steps qui comptent. C'est des steps qui comptent. Là, on a passé l'actualité récente, on a fait le salon immobilier, on a eu un stand voilà, de plus de 20 mètres carrés sur 2 jours. On a rencontré des centaines de personnes qui voilà, nous ont vraiment félicité pour notre travail, pour notre stand, voilà, pour l'image qu'on a donnée sur ce salon. Voilà, ça fait partie des choses. Voilà, l'idée c'est de se développer, d'avoir des objectifs et petit à petit de monter les échelons, de développer notre activité. Donc on est content, hein, on est content, comme on dit, on touche du bois pour que ça dure. Mais il y a du travail derrière. C'est pas toi que je vais le dire, hein, tu le sais Axel. Il y a du taf derrière, il y a beaucoup de clients, il faut être bon, il faut être régulier. Il faut être régulier, c'est ça. Voilà. Il y a une citation qui dit il faut être précis, il ne faut pas être pressé. Exactement. Et ça c'est très important. Bien sûr, il faut que vraiment chaque client ait droit à la même qualité de service, à la même qualité de prestation. C'est important. C'est pareil, enfin, je veux dire, voilà, si un client il commande une custom et puis finalement elle n'est pas bien faite parce que le détail n'est pas bien fait, c'est des points en paire, des points super, tu vois. Donc ça, être régulier, ça compte. Hein.
c'est très important d'être régulier, mais j'aimerais dire aussi que faut pas, c'est pas une fin en soi de faire des erreurs. Bien sûr. Parce que qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des loupés. Bien sûr. Maintenant, c'est dans la gestion de ce loupé. Ça peut arriver qu'un client soit mécontent, mais est-ce que vous avez une explication valable à donner à ce client? Comment est-ce que vous allez prendre en charge ses doléances, ses plaintes? Exactement. Comment vous allez rectifier la situation par la suite? Tout ça, c'est important. L'erreur en soi, c'est pas une fin en soi. Mais il faut la gérer. Bien sûr. Et puis c'est ce que tu dis. Après, et puis les clients, ils le savent. Hein. Ils font appel à des jeunes entrepreneurs. Ils savent très bien que tout n'est pas parfait. On n'a pas des expériences ça fait 20 ans qu'on existe et tout. Mais un peu comme si il faut être professionnel. Vous vous êtes planté, ben voilà, vous vous excusez, vous rattrapez derrière. Et le client, il apprécie. Il voit bien que effectivement, il y a un loupé. Mais derrière, ça a fait ce qu'il faut pour rattraper les choses. Et au final, je suis satisfait. Donc, comme tu dis, voilà, bien sûr qu'on se trompera. Et on se trompera encore. On s'est trompé. On n'a pas fini de se tromper, de faire des erreurs. Hein. C'est comme ça qu'on grandit. Exactement. Mais il faut faire ce qu'il faut derrière. Bon bah Dimitri, on arrive au terme de ce petit ride. Thank you belle paire pour la promenade dans Cayenne. La belle paire mobile. C'est ça. Elle est stylée d'ailleurs. Bah, Renault et Guyane Automobile. Elle est stylée la capture. Merci, merci. Ah non, non, mais jolie voiture. Hein. Merci, merci. C'est une belle voiture. Après une belle paire, une belle voiture. Exactement. En tout cas, merci pour le moment. Merci à toi. Puis au plaisir, hein, on n'a pas fini de bosser ensemble, je crois. Exactement. Yes. Yes, poto.